Maintenant, la formation sauveteur secouriste du travail que vous apprêtez à suivre, elle a deux parties. Elle a cette deuxième partie, geste de premier secours, mais la première partie, c'est la plus importante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quasiment de la théorie. C'est de tout faire pour que jamais un accident ne survienne dans votre entreprise. Tout faire. La prévention. Et comment ça se passe pour qu'un accident ne survienne pas? C'est le plus souvent, c'est lié à une qualité de vie au travail, à un dialogue, savoir chez qui faire une remontée d'informations, etc. Okay? En introduction, on va simplement prendre un petit exemple. Là, on a le chef d'entreprise. Vous êtes avec moi? Ne lâchez pas. Hein? On a le chef d'entreprise, donc le responsable de l'institut ici, et on a les salariés. Okay? On fait un petit rappel rapide. Le chef d'entreprise recrute des salariés parce qu'il a besoin de ressources humaines et techniques pour atteindre certains objectifs financiers. Et en contrepartie, les salariés reçoivent une rémunération. C'est ça le deal. Pour faire tourner l'institut, on a besoin de certaines ressources et vous, en contrepartie, vous êtes rémunéré. Maintenant, le code du travail dit au chef d'entreprise, vu que ces personnes-là vont passer plus de temps dans votre entreprise que chez eux, parce qu'on a quasiment toute la journée ici, et quand on arrive chez nous, il est 18 h, et on dort par exemple à 22, 23 quand il est très tard, donc ce n'est pas les meilleures heures, on est déjà fatigué, et on ne passe pas beaucoup de temps en famille. Le code du travail dit au chef d'entreprise, vu que ces gars-là, ces salariés, vont passer énormément de temps dans ton entreprise, tu dois tout faire pour assurer la santé et la sécurité de tes travailleurs. C'est encore plus précis, l'employeur est responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs qui l'utilisent. Si vous avez un accident, vous avez fait une chute dans les escaliers à l'instant, vous êtes tout de suite pris en charge par le chef d'entreprise parce qu'il y a un lien de subordination. Dans l'entreprise ici, si il vous arrive quelque chose, il n'y a qu'un seul responsable, l'employeur est responsable. L'employeur est responsable. C'est le code du travail, c'est l'article 236 qui envoie les employeurs en prison. Okay? Maintenant, on sait que chacun peut venir chez lui avec ses problèmes, etc. Mais on demande à l'employeur de faire un petit effort pour protéger ceux-là, okay? Parce qu'ils passent plus de temps dans ton entreprise. Et c'est encadré, s'il ne fait pas des bonnes actions, c'est encadré par le code pénal et le code civil. C'est-à-dire qu'il expose sa responsabilité pénale. Là, il peut faire de la prison. Et civil, il peut avoir des réparations, des paiements, etc. Maintenant, le code du travail également va donner des règles pour les salariés. Il demande deux choses aux salariés, parce qu'il reconnaît que la tâche est grande pour l'employeur. Rappelez-vous, l'article 236 disait « L'employeur est directement responsable. Il est responsable de l'application des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il emploie. » Ça veut dire que l'application des mesures de prévention, c'est vraiment une obligation de résultat qui était donnée à l'employeur. Ça veut dire que, quel que soit ce qui arrive quand il y a accident, il a déjà échoué dans l'application des mesures de prévention. Le Code du travail reconnaît que c'est quand même une tâche énorme. Le Code du travail demande aux travailleurs de respecter le règlement intérieur, simplement. Respecter simplement le règlement intérieur. Deux choses. Et coopérer avec l'employeur en matière de sécurité. Deux choses. Vous respectez le règlement intérieur et vous coopérez avec l'employeur. Si vous faites ça, vous êtes couvert à 100% si vous avez un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous avez une voiture de fonction et on dit interdit de... La voiture, c'est une certaine heure. Au-delà de 20 heures, elle ne doit pas être en circulation. C'est bien précis, etc. Et vous faites un accident de la circulation à 2 heures du matin avec un petit verre dans le sang. Okay? Là, vous n'avez pas respecté les règles de l'entreprise. L'employeur peut se dédouaner. C'est-à-dire qu'il va quand même payer parce que vous êtes son salarié, il y a un lien de subordination, mais vous, le salarié, parce que vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, vous exposez votre responsabilité pénale et civile. Si vous avez fauché un enfant, ou sans le souhaiter, si vous avez cassé une autre voiture, là, le salarié expose sa responsabilité pénale et civile. Si vous avez cassé une autre voiture, vous pouvez payer. Ou on peut vous attaquer au pénal également si vous n'arrivez pas et aller jusqu'à la prison. Vous n'êtes pas couvert par l'employeur parce que vous n'avez pas respecté le règlement intérieur. Est-ce que vous comprenez? On vous demande juste deux choses. Vous respectez le règlement et vous coopérez avec l'employeur.
quel que soit ce qui vous arrivera dans l'entreprise sans le souhaiter, ça va être pris en charge par le chef d'entreprise à 100%. Par rapport à son obligation de résultat, le chef d'entreprise est conscient en se disant, mais là je reçois, j'ai quand même plus d'une centaine de salariés, ou je m'approche de 100 salariés, il y a énormément de risques dans mon entreprise, et les gens viennent chez eux avec leurs problèmes, donc parfois la personne peut être concentrée, elle a peut-être une mauvaise nouvelle, ou c'est pas très bien, les escaliers qu'elle avait l'habitude de prendre naturellement, elle a peut-être un talon qui a lâché, ou autre chose, ben, elle peut tomber, malgré toute la prévention que vous allez effectuer, il peut avoir un accident de travail. Donc, le chef d'entreprise est conscient de ça. Il ne peut pas faire la prévention seul. Et du coup, il va choisir parmi tous ses salariés des agents à faire former en sauveteurs secouristes du travail. Et vous avez été désigné pour aider l'employeur dans sa démarche. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'être un expert en tant que tel ou autre chose, vous gardez votre rôle, vous n'allez pas changer de comportement, mais vous allez modifier le comportement de vos collègues. Pas en changeant, vous, votre attitude, non. Mais si vous voyez quelque chose de pas bien, vous allez dire, ben là, c'est pas très bien, tu aurais pu faire ça. Là, le chef d'entreprise décide de prendre parmi les salariés des agents à former en sauveteurs secouristes du travail. Voilà pourquoi nous faisons cette formation. C'est vous qui modifiez le comportement de vos collègues, c'est vous qui faites une remontée d'informations, et en cas de problème, vous agissez rapidement et efficacement avant l'arrivée des secours. Mais ce deuxième point, je déteste un peu parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre une fracture du crâne? Contre quelqu'un qui s'est cassé une jambe? Même si vous êtes le meilleur secouriste, on est quand même déjà tard là. Hein? Je préfère que vous agissiez en prévention. Là nous sommes dans la salle, on remarque le plus souvent que quand le film a commencé, il y a des retardataires qui s'introduisent et qui essaient de faire rapide en descendant les escaliers. Il peut avoir un risque de chute. Et là, dans l'enceinte, ils sont couverts par le CCF, par l'Institut français. Et si quelqu'un fait une chute ici, c'est vous le responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire dans vos réunions en tant que SST, qui est SST formé? Vous pouvez dire, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que l'agent qui sera devant la porte, quand la séance a commencé, puisse donner une petite sensibilisation de 30 secondes en disant, écoutez, attention aux escaliers, attention quand vous rentrez, faites moins de bruit, etc. Ça, vous avez apporté quelque chose, mais sans forcément faire dépenser l'employeur. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous créez des recommandations, vous faites des remontées d'informations, il faut refaire par exemple tous les toilettes, il faut casser ça. Oui, ça c'est bien, l'employeur va mettre ça dans le moyen et le long terme. Et après, vous allez avoir l'impression de ne pas être écouté. Trouver des solutions d'ordre organisationnel ou humaine, peut-être même technique. Simplement, on n'a pas besoin de grosses dépenses. Dans votre environnement direct, il y a des risques, il peut y avoir des améliorations, mais vous, je souhaite vraiment qu'à partir de maintenant, vous soyez vraiment le relais de l'employeur, parce que le premier à subir les conséquences en cas d'accident, c'est le salarié. L'employeur, il va sortir le chéquier, mais le salarié, lui, il perd la vie, il est handicapé, il peut perdre un œil, etc. On ne vient pas au travail pour avoir ces problèmes. Pour les entreprises, la maîtrise des risques professionnels est un enjeu capital. Les accidents de travail et les maladies professionnelles ont un coût. Comme je vous disais, en cas d'accident du travail AT, avec blessés graves, handicap ou mort d'homme, la responsabilité pénale peut être engagée, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise, voire la prison pour l'employeur. C'est jamais bien de voir une entreprise fermée parce qu'il y a eu un accident ou un incendie. C'est le chômage. Hein. Là, l'employeur est couvert. Il va dire, écoutez, moi, je ne peux pas les garder. Il y a une partie de l'entreprise qui a brûlé. Vous êtes au chômage un moment. Okay? Peut-être que ça va durer. Tout le monde est perdant s'il y a un problème. Et à Port-Gentil, il y a énormément de ces cas. Il y a des gens qui ont des accidents graves et après, on essaie d'interrompre leur contrat pour inaptitude. Même si l'employeur te donne 1 an de salaire ou 2 ans de salaire, ça ne va jamais changer ton œil, ça ne va jamais remplacer ton pied. C'est vraiment à vous de faire attention. Là, vous êtes formé, vous avez un devoir de protection de vos collègues également. Vous avez le droit de protéger vos salariés. Et pour finir, en cas d'accident de travail, répété ou non,
l'image de l'entreprise peut être dégradée. Nous sommes à l'Institut français, il n'y a pas plus grand comme image. Okay, c'est vraiment un petit truc peut avoir des répercussions énormes, énormes, avec les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est votre devoir, parce que si l'employeur paie pour que vous suivez cette formation, c'est qu'il compte sur vous. Il compte sur vous. Et ce n'est pas une obligation en tant que telle, non. Là, vous allez avoir un petit devoir moral. Ça veut dire que même si cette formation peut être bénéfique pour votre maison, mais vous allez voir ça dans le cadre juridique du SST, c'est d'abord pour ici que vous êtes protégé. Vous êtes formé pour ici. Et à l'extérieur, vous pouvez exposer votre responsabilité. Mais ici, rien ne peut vous arriver. On ne va jamais vous appeler au commissariat pour vous dire bah, « Écoutez, madame, vous avez vu un blessé, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça, etc. » Jamais. En cas de problème, c'est l'employeur qu'on interroge et ce n'est pas vous. La prévention des risques professionnels n'est pas une charge financière, c'est un investissement. Là, on l'a compris, là. Il faut que vous soyez des bons investissements. On investit sur vous. C'est pas, ils n'ont pas payé pour, voilà, simplement, rien ne change après. Il faut qu'on sente qu'il y a des petites améliorations. Et l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que là, par exemple, vous avez un groupe de 10 ou 12. L'année prochaine, on rajoute 12, etc. et vice-versa. Au bout de 3 ans, un tiers de l'entreprise est formé ou la moitié? Bah, finalement, on a beaucoup d'acteurs de la prévention dans l'entreprise. Il faut des améliorations directes. Et là, dans les entreprises, le plus grand nombre de dangers ou d'accidents, tout ce qui arrive le plus souvent vient des personnes externes. Ici, vous avez vos procédures, votre manière de travailler, vous connaissez bien, mais les gens viennent de l'extérieur avec leurs risques. Et ce sont eux qu'il faut surveiller. Est-ce que vous comprenez? On va rentrer tout de suite dans les objectifs de la formation. 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de contribuer à la prévention des risques professionnels dans le respect de l'organisation et des procédures spécifiques de l'entreprise. Contribuer à la prévention des risques professionnels. Le deuxième, ici, c'est les gestes de premier secours. Voilà, comme c'est pour ça que je vous avais dit que cette formation, elle est différente. Les autres, c'est seulement ça, gestes de premier secours. Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident de travail en portant secours à la ou aux victimes. Mais vous, votre premier rôle, c'est de contribuer à la prévention des risques professionnels. Jamais un accident ne doit se produire, ne doit intervenir dans votre entreprise. Ce serait un échec total. Le meilleur secouriste, c'est celui qui fera jamais les gestes. Le meilleur secouriste, il ne va jamais faire les gestes. C'est-à-dire que vous êtes tellement bon autour de vous, n'hésitez pas à continuer à faire remonter les informations. Ne vous arrêtez pas, parce que ça ne va jamais changer tout de suite. Le sauveteur secouriste du travail, c'est avant tout un acteur de la prévention, c'est 99% de votre temps. 99% de votre temps. Il y a des gens qui font toute leur vie de travail qui n'ont jamais été témoins d'un accident. OK? Et du coup, les employeurs se disent, bah, quand ils entendent parler de formation, oui, on va encore faire ça, ça fatigue, c'est combien, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas baisser les tarifs? Parce qu'ils n'y croient pas trop. Les accidents sont très rares. Et parfois, la formation n'est pas adaptée au milieu du travail. Donc, elle est plus bénéfique pour vos familles que pour l'entreprise. Parce que les salariés ne jouent pas réellement le rôle de remontée d'informations ou d'acteurs de la prévention. Vous gardez tout pour vous. Et à la maison, s'il y a un risque, par exemple, l'enfant a bu de l'eau de Javel sans le vouloir, là, vous pouvez être utile. Mais nous, on a besoin de vous dans l'entreprise. Il faut que vous soyez des acteurs de la prévention. Alors, dans vos activités, dans vos services respectifs, il y a toujours quelqu'un qui s'est dit « bon, j'ai failli me faire mal, j'ai failli me casser la tête, j'ai failli faire ça, etc. » Ça s'appelle des presque accidents, on va voir. On est déjà proche de l'accident. C'est des avertissements. Ça arrive tout le temps. Donc, je suis content que rien ne se soit passé jusqu'à maintenant, mais là, en tant que sauveteur secouriste de travail, vous allez être capable de repérer
tous ces signaux-là. Je vous disais, le premier à subir les conséquences, c'est vous les salariés. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Je connais des gens à Port-Gentil, accident de travail, pop, le mec il est devenu infirme, son mariage prend un coup, madame est partie, pas parce qu'elle est forcément ingrate ou autre chose, mais vu qu'il est devenu infirme, il est rentré dans une attitude, son attitude a changé, il attend tout, c'est devenu un gros bébé, etc. À un moment donné, il y a beaucoup de discussions. Et bon, voilà, sa femme se sépare de lui, le gars ne vit plus bien, etc. Donc, c'est vraiment une vie qui est gâchée à cause d'un accident à la base. Vraiment, il faut faire attention. Okay? Le secourisme, comme toute activité humaine, peut entraîner d'une manière ou d'une autre la responsabilité de ceux qui la pratiquent. Là, on va rentrer dans le cadre juridique. De manière générale, le SST agit sous la responsabilité civile de l'employeur, dans la mesure où il est un lien de subordination. Je vous ai dit, ici, le chef d'entreprise, il n'y a que lui qu'on interroge. Ben, écoutez, monsieur, madame, comment se fait-il qu'une séance de cinéma, il y a une bousculade, et on a 3 blessés. Et ça va être en bureau bien restreint, hein, ce n'est pas public. Voilà, voilà ce qu'on a prévu. On a formé les SST il y a quelques semaines. Voici la liste, voici leur certificat. On a fait ça, on a mis des agents, on a renforcé les portes. Il y a des agents de sécurité à l'entrée qui filtrent, etc. Malheureusement, ce jour-là, on a eu un jeune qui a paniqué, qui a nanana. On ne peut pas contrôler les hommes, ça peut arriver. Mais il faut justifier quand même le fait que vous soyez responsable de la santé et la sécurité de vos salariés et des gens que vous accueillez. On va vous demander un certain nombre de documents qui montrent le sérieux de l'employeur. Si vous n'avez rien, là, c'est un peu, on va sur la faute inexcusable. Inexcusable. Okay. Parce qu'il y a plusieurs types de fautes. Et quand on arrive à la faute inexcusable, c'est vraiment l'absence de prévention. Ou bien, on juge que l'employeur n'a pas fait assez. Et là, le plus souvent, c'est lié à la gravité du délit. Plus l'accident est grave, plus on se rapproche de la faute inexcusable. Quelqu'un a eu un bobo, entorse, etc. OK. Mais si vous avez un risque ici capable d'ôter la vie et que ça a réussi vraiment à le faire un jour, on va à la faute inexcusable. C'est les risques à prendre en priorité. S'il y a un risque qui peut ôter la vie ou percer un œil, etc., on le combat en priorité. La CNSS, Caisse nationale de la sécurité sociale, répare systématiquement les accidents de travail. Vous êtes pris en charge directement, mais c'est l'employeur qui supporte les coûts. La CNSS, oui, je sais que ça vous a secoué, mais ça fonctionne encore bien, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne, en termes d'accident de travail, pas de problème. Ils vont s'entendre avec l'employeur va mettre de l'argent, etc. Mais pour les retraités, il y a un peu de problème, oui. Il n'existe pas à ce jour de jurisprudence faisant état de poursuite d'un secouriste. Donc, de nos jours, on n'a jamais poursuivi un salarié parce qu'il a essayé d'administrer les gestes de premier secours ou bien parce qu'il a raté, il a fait un mauvais geste. Jamais, jamais, jamais. Madame, vous êtes là avec moi? Super. Je ne vous vois pas bien, en fait. Je suis obligé de... donc, on ne va jamais vous poursuivre parce que vous avez fait un mauvais geste. Jamais, jamais, jamais. C'est l'employeur. L'employeur ne va pas également vous appeler pour dire, bah, écoutez, l'enfant est tombé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Non, non, c'est pas. Vous, si vous venez, si vous enlevez votre peur, vous prenez le courage, vous alertez la hiérarchie en priorité, vous avez fait au moins 90%. Vous alertez la hiérarchie, vous rassurez la personne, l'enfant ou l'adulte. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider, etc. Toi, appelle rapidement telle personne. OK? C'est tout. Tu restes près de ta victime, tu as gagné. Et je vous montrerai d'autres gestes. Mais s'il y a un problème, ce n'est pas vous le sauveteur secouriste de travail, c'est l'employeur. On va dire, mais comment c'est arrivé? Mais si c'est un truc bénin, genre, voilà, petite entorse, etc., après vous vous asseyez avec le SST et tout l'encadrement
et vous essayez de proposer des solutions. Écoutez, ce qui est arrivé là, ça a déjà failli arriver 2 ou 3 fois. Voilà. Mais sauf que vous n'avez jamais fait la remontée d'informations, donc ça a déjà failli, ça veut dire que ça va arriver un jour. Donc vous asseyez, vous proposez. Par exemple, là, on trouve qu'à une certaine heure ou une certaine période, il y a beaucoup trop de monde. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de... Vous faites des propositions pour l'amélioration de la qualité de vie, des conditions de travail. Tout ça, c'est pour éviter un accident. Mais privilégiez des solutions sans dépense d'argent. Et là, votre chef va vous dire, oui, là, j'ai un bon élément. Parce que si c'est seulement des grosses dépenses, non. Personne ne veut mettre 200 millions dans la sécurité ou 100 millions. Ce n'est pas tout de suite, non. Toutes les entreprises ont ce même problème. La responsabilité civile du SST ne peut être engagée sauf en cas de faute intentionnelle de sa part. Donc il faut respecter les limites de son intervention. On va voir les limites tout à l'heure. Là, vous allez par exemple suivre certains gestes. Je vais vous montrer des gestes demain à effectuer en cas de problème. Hein? Mesdames, ça va, vous êtes avec moi? Super. Je vais vous montrer certains gestes à effectuer en cas de problème. Le SST agit sans matériel. Là où je suis là, je suis capable de vous aider si vous avez un problème. Si vous avez un malaise, par exemple. Oh, je ne me sens pas bien. Bah, écoutez, madame, venez, asseyez-vous. Okay? J'ai mis la victime au repos. Parce qu'un malaise, c'est un signal envoyé par le cerveau pour cacher donc, un plus grand dysfonctionnement, par exemple. Madame, vous ne sentez pas, vous sentez comment? Oh, j'ai un peu des vertiges, etc. Ok, très bien. Vous voulez vous asseoir? C'est une chaise que j'ai à côté de moi. Si j'ai un canapé, elle s'allonge. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Alors, dites-moi plus. Depuis combien de temps, etc. Oh, ça fait 15 minutes. Très bien. Toi, tu peux appeler tel, les secours, ou Arnaud. Le SST n'agit jamais sans témoin. Vous faites alerter. Il vient avec sa trousse de secours. Ou bien il faudra voilà, rassurer simplement la victime, lui donner un peu à boire, à manger. Tout dépend. C'est un malaise qui peut cacher un truc beaucoup plus grand. OK? Il faut respecter les limites. On va voir. Le sauveteur secouriste du travail n'engage sa responsabilité que pour des gestes pratiqués en dehors de son entreprise. Vous avez été formé pour l'Institut français. À l'extérieur, vous exposez votre responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes chez vous, avec votre nounou ou avec un personnel, en train d'effectuer un massage cardiaque. La personne est décédée, vous appelez les secours, etc. Là, on peut vous poser des questions. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Mais pourquoi on vous a retrouvé comme ça? Pourquoi elle n'était pas habillée? Pourquoi? On peut vous poser toutes les questions du monde. Mais ici, non. Parce que vous êtes sous la responsabilité du chef d'entreprise. OK? À la maison, à l'extérieur, on vous pose toutes les questions du monde. On peut vous attaquer, donc vous exposer votre responsabilité, c'est-à-dire pénale et civile. Vous pouvez faire de la prison, comme vous pouvez payer. Oui, mais madame, vous voyez quelqu'un qui faisait un malaise, mais est-ce que c'était judicieux de faire un massage cardiaque? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi une formation, c'est ce qu'on vous a donné, apportez votre certificat. Ben, voilà, dehors, vous avez trop de questions. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a aussi la non-assistance aux personnes dangereuses. Vous êtes enfermé dans ces deux côtés. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous respectez les limites, vous n'avez rien à craindre. Vous allez voir que le SST n'intervient jamais sans témoin. Donc si vous vous retrouvez déjà seul chez vous ou chez le voisin pour donner un coup de main, seul, sans personne, c'est un problème. On a le droit de vous poser des questions pour ça. Il faut toujours appeler de l'aide immédiatement. Là, vous avez déjà un témoin. Pourquoi? Parce que les gestes que je vais vous montrer, ça s'oublie. Il y a déjà des gens qui ont suivi une formation en gestes de premier secours ici. Ça s'oublie très rapidement. Parce que vous avez votre boulot à vous. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la santé et sécurité au travail. C'est mon métier. C'est normal que je n'oublie pas. Mais vous avez vos fonctions. Et là où vous pouvez être plus utile, quand vous oubliez, j'espère que vous n'allez pas oublier, mais là où vous pouvez être plus utile, c'est dans la prévention.
tout faire pour que jamais un accident n'intervienne. On ne vous demande pas d'être un expert, on vous demande simplement de faire partie de la chaîne de prévention avec le chef d'entreprise, le CSST, l'encadrement, et vous êtes autour des salariés, parce que ce sont les salariés les experts. Vous êtes au cœur même, vous pouvez changer les choses. Maintenant, on ne vous a pas dit d'aller bousculer les autres. Les gars vont dire, bah, toi, depuis que tu as suivi cette formation-là, tu nous fatigues, là. Non, ce n'est pas ça. S'ils arrivent à dire ça, là, il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas bien joué votre rôle. Vous n'êtes pas au-dessus d'eux. Vous avez votre même fonction, vous gardez la même attitude, mais vous, voilà, vous ayez du tact pour modifier le comportement. Par exemple, en période Covid, le SST, quand je l'ai formé, je disais que c'est un exemple, le SST. Vous changez par l'exemple. Masque, mesures barrières, etc. Les autres doivent même vous traiter de fou. Bah, toi, tu fatigues, ça n'existe pas, etc., comme on entend. Mais tu es là toujours masqué, tu respectes tout, etc. En tant qu'SST, les autres vont finalement adhérer. C'est ça, le SST, c'est celui qui montre l'exemple. Oui, question.